à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Formule 1. On va faire le débrief du Grand Prix d'Italie, le carnet de notes de ce Grand Prix d'Italie. On reviendra bien entendu sur les bleus, les tops, flops, pilotes moyens de ce week-end, avec donc la note des 20 pilotes sur la grille de départ. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour améliorer la visibilité de celle-ci, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, à mettre un pouce bleu également, c'est pour savoir si la vidéo marche, à réagir dans les commentaires, me dire si j'ai été trop sévère, pas assez sévère, ce que vous avez pensé du Grand Prix. N'hésitez pas à donner votre note du Grand Prix, bien entendu à justifier cette note, pas juste donner un 15 sur 20. Puis voilà, à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Grand Prix d'Italie sur le circuit de Monza. C'est la deuxième fois de l'année qu'on va en Italie après le Grand Prix d'Émilie-Romagne qui était à Imola. Course italienne avec encore des rebondissements. Bon, on va revenir sur l'événement du week-end, bien entendu, le crash entre Hamilton et Verstappen. On reparlera également des deux en fin de vidéo. On va juste parler du crash. Déjà, d'un point de vue sécurité, moi j'ai été assez surpris de plusieurs éléments. Tout d'abord, on est quand même à une vitesse qui à cet endroit-là est assez faible. On est à 60 km/h. La première chicane à Monza, ça se passe pas très vite. Il n'y a pas beaucoup de place. On a entre les deux virages de la chicane. Et la force quand même, la force à laquelle la voiture de Verstappen est allée sur la voiture de Hamilton est quand même assez impressionnante, je trouve. J'ai été assez surpris par le fait que l'arrière de l'arceau, on n'est pas vraiment sur l'arceau, l'arrière de l'arceau, c'est-à-dire le début du capot moteur, c'est énormément cassé. Il a eu quasiment aucun impact sur la voiture de Verstappen, cet élément-là de la carrosserie, et en fait le halo a été extrêmement résistant. On voit toute la force et la résistance du halo, c'est qu'il a cassé une grande partie de la voiture de Verstappen, alors que l'arrière de l'arceau n'a eu aucun effet. Et je pense qu'il faudrait réfléchir à la résistance de l'arrière de l'arceau. Peut-être que l'endroit rigide de l'arceau devrait être un peu plus grand pour la Formule 1, parce que je trouve que la voiture, le capot moteur, on va dire de Hamilton, s'est détruit extrêmement vite. Alors est-ce que c'est pour des raisons de rigidité, pour les gros crashs, pour que le moteur s'en aille rapidement de la voiture sur les très gros crashs? C'est peut-être cette raison qui fait qu'on peut pas forcément on peut pas être parfait dans tout en termes de sécurité. Mais j'étais assez surpris et surtout par la puissance du choc, alors qu'on est à 70 km/h. On n'est pas très vite à cet endroit-là du circuit. Pour moi, qui est responsable du crash? Enfin, qui est le responsable du crash? Qui est à blâmer? Pour moi, c'est Verstappen. Alors là, j'entends tout de suite les fans de Verstappen attaquer, les oranges, attaquer en me disant oui, t'es pro Hamilton. Non, alors j'ai dit un nombre de fois, je suis pas fan de Verstappen, ça je l'ai dit plein de fois. J'ai du respect pour Hamilton, mais je suis pas un fanboy d'Hamilton, loin de là. J'ai même dit que les premières années d'Hamilton, je pouvais pas le piffrer. Mais là, sur cet accident-là, pour moi, il y a une règle qui est extrêmement simple. Hamilton est devant. Hamilton est devant, il est à l'extérieur, il est devant. De toute manière, Verstappen a perdu le virage, donc il doit freiner. Et à partir du moment où il y a contact, pour moi, il a envoyé Hamilton dans le décor. Donc pour moi, c'est de sa responsabilité. Je suis même assez surpris qu'on lui ait pas mis 5 places, qu'on lui ait mis que 3 places de pénalité sur la grille. Moi, j'aurais plutôt pensé à 5. 3 places, c'est vraiment la pénalité minimale pour Verstappen. Pour moi, il est responsable parce que voilà, il est derrière dans le virage. Pour moi, il ne peut pas, à ce moment-là, il ne peut pas gagner le virage. Il ne peut pas le dépasser. Il sait aussi que les boudins, c'est très dangereux, ça va déstabiliser sa voiture. Donc, il y a plein de paramètres qui me font dire que Verstappen savait que ça allait mal se passer. Et devait, de toute manière, même s'il ne s'en est pas aperçu à ce moment-là, il devait s'en apercevoir avant que ça allait mal se passer. Alors oui, Hamilton ne lui laisse pas beaucoup de place. En même temps, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Hamilton, il lui laisse
la place minimum. Il freine pas dans l'herbe non plus, hein, Verstappen à l'entame de la première chicane. Après, moi ça m'a fait marrer aussi, c'est le coup de Verstappen qui s'était plaint du fait que Hamilton voilà, avait célébré sa victoire à l'arrivée de la course et qu'il avait énormément critiqué. Bon, la Verstappen, il a même pas demandé si ça allait bien à Hamilton, alors qu'Hamilton avait fait l'inverse du côté de la course à Silverstone. Donc ça renforce, oui, ça renforce le fait que je n'apprécie pas le personnage Verstappen. Le pilote est fantastique, il est capable de faire des choses exceptionnelles. Par contre, moi, le personnage m'énerve énormément. Et notamment là-dessus, parce que il est un peu comme son père. J'aimais pas beaucoup plus le père, hein. George Verstappen, j'ai jamais été un fan du père. Il fait un peu comme le fils fait un peu comme le père, quoi. Le père était tête à claque et je trouve que le fils est assez régulièrement tête à claque quand même. Et puis après, on y vient tout de suite se plaindre. Bon, ça c'est normal, on va dire. Les pilotes pensent toujours avoir raison. C'est rare qu'un pilote dise non, j'avais totalement tort. Ce sont des pilotes de F1. C'est un peu comme ça tout le temps. J'ai toujours raison. Ça forme la confiance également que ces pilotes-là ont pour rouler à 300 km/h. Bon, on reviendra de toute manière sur les deux en fin de vidéo. Je vous le dis, ils sont déjà dans les flops. Hein, ils sont du côté des bonnets d'âne. Je commence avec la note du Grand Prix, 12/20. C'est un bon Grand Prix, il y a toute l'action autour de Verstappen, il y a la victoire de Ricciardo, il y a plein d'éléments qui font que le Grand Prix est pas mal. Il y a aussi la remontée de Bottas, la remontée de Perez. Après, on va pas se mentir que la qualif sprint, on s'est un peu ennuyé quand même sur cette course-là. Que les qualifications sont extrêmement dangereuses. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais les qualifications du vendredi, il va falloir trouver une solution un jour à Monza. On ne peut pas avoir les mêmes qualifications que sur les autres pistes. Moi, je pense que à Monza et à Monaco, pour des raisons différentes, on devrait utiliser le système de la Formula I, c'est-à-dire partir avec des groupes de 4-5 pilotes grand maximum pour éviter d'avoir ces soucis, notamment le problème qu'a eu Pierre Gasly, qui a eu son tour de péter à un moment. C'est trop dangereux d'avoir 20 voitures en Q1. Donc il faut trouver une autre solution. Pour moi, je pense que la Formula I, on a vu à Monaco notamment sur la Formula I, je trouve qu'il y a eu beaucoup moins de problèmes qu'à Monaco en Formule 1. Je trouve que ce système de qualification devrait être utilisé à Monza. Et ça pourrait également faire un autre week-end de course. Voilà. On pourra avoir un système avec des demi-pelotons ou des quarts de peloton qui soit aussi assez sympa. Pourquoi n'avoir que 2 systèmes de week-end? Pourquoi ne pas en avoir 3 ou 4 différents pour apporter un petit peu d'animation sur les différentes courses de la saison? Mais 12/20 parce que le week-end n'est pas dingue non plus. La qualif sprint n'a pas apporté grand chose à part Pierre Gasly et Hamilton qui sont les deux perdants, et je dirais Alonso qui est le seul grand gagnant presque, avec les Williams. Et puis au final, la qualif sprint, on a eu le problème que j'avais eu peur de Silverstone, c'est que le début de la qualif sprint, c'est le début de la course, en fait. Il s'est passé à peu près la même chose entre les deux courses. Donc c'est ça où c'est un petit peu dommage. Je pense que la qualif sprint, c'est intéressant, mais sur des circuits comme Silverstone, sur Spa, pas sur un circuit comme Monza. Je pense que sur Monza, il faut trouver une autre solution de qualification le samedi. Pourquoi pas également avoir un système à l'ancienne, c'est-à-dire un seul tour lancé pour les qualifs. Ça pourrait être intéressant aussi, hein. Mais voilà, il va falloir trouver une solution pour les qualifs à Monza. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Piero Gasly. Difficile de noter le week-end de Pierre parce que il a fait très peu de tours également sur le Grand Prix. J'ai mis 10/20 parce que il n'y a pas de point de marqué pour Pierre. Malgré tout, il y a une très grosse qualification.
C'est le type de week-end qui est quasiment impossible à noter parce qu'il y a une qualif le vendredi qui est exceptionnelle de Pierre. Voilà, il fait encore un très bon temps. Il part 6e sur la grille. Donc c'est le deuxième moteur Honda. Il est largement devant Pérez. Pour vous dire, il colle quand même 3 dixièmes à Pérez. Donc ça, c'est super. Et en même temps, ben, c'est pas de sa faute non plus totalement, j'ai l'impression, le crash dans le premier virage. Je pense que là, on est plus sur du 50-50. Et puis, ça lui pourrit tout le week-end. Ça lui pourrit tout le week-end parce que bah, le dimanche, il n'y a rien qui marche sur la voiture et qu'il est obligé de s'arrêter. Dommage pour Pierre parce que le week-end était bien embarqué, mais derrière, ensuite, ça enquille pas. C'est pour ça que je mets un 10 sur 20 parce que c'est très compliqué de noter le week-end de Pierre Gasly, étant donné le faible nombre de tours sur les qualifs sprint et sur la course au final. Je continue avec Esteban Ocon, j'ai mis un 9 sur 20 sur Esteban Ocon. Pas de rythme pour Alpine, hein, surtout le week-end de course. Ils ont eu vraiment aucun rythme, peut-être au niveau moteur. Du côté d'Alpine, on n'arrive pas à s'en sortir au niveau moteur, on n'arrive pas à s'en sortir au niveau mécanique. Mais je suis assez surpris pour le moment du côté de Alpine. C'est que sur les circuits rapides, ils ont été en fait pas exceptionnels. Et ils ont été plutôt bons sur les circuits lents. Je pense notamment en Hongrie. Et c'est vrai qu'aux Pays-Bas, déjà, ils étaient un petit peu en retrait, je dirais, en performance pure. J'ai l'impression que le moteur Renault, qui avait fait d'énormes progrès l'année dernière, bah, cette année, on n'a peut-être pas suffisamment travaillé dessus. Parce que à Monza, ils étaient vraiment en net retrait. Ils avaient vraiment pas de rythme, notamment dans les lignes droites. Ou est-ce que c'était des soucis de réglage, mais la voiture ne marchait pas. Et du côté d'Esteban, pourquoi je mets un 9 alors que Alonso, j'ai mis une meilleure note? Tout simplement parce que il est derrière Alonso pendant tout le week-end. C'est-à-dire qu'en qualification, il est une place derrière Alonso. En quali sprint, c'est là où l'écart est le plus important entre les deux. Il est 13 et Alonso est 11. Et en course, bah, il est 10 alors qu'Alonso est 8. Et il y avait un écart de performance entre les deux pilotes pendant tout le week-end, j'ai trouvé. Donc c'est pour ça que j'ai mis 9 sur 20 parce qu'il fait le taf, on va dire, au code. Déjà, on attend quand même d'Alpine mieux qu'une 10e place. Et ensuite, parce qu'il est quand même derrière son équipier. Après, ce n'est pas non plus catastrophique, étant donné qu'au niveau voiture, il n'y avait pas de performance tout simplement sur ce week-end. Mais bon, voilà, c'est un peu dommageable du côté d'Alpine. C'est vrai que je suis assez d'accord avec ce que disait Franck Montagny. C'est que malgré la victoire en Hongrie, on a l'impression que Alpine n'arrive pas à progresser. Alors cette année on s'y attendait un petit peu, mais j'espère vraiment que l'année prochaine Alpine arrivera à revenir sur les équipes de tête, parce que sinon ça serait quand même extrêmement triste du côté de l'équipe française. On passe tout de suite aux pilotes au top. Du côté des pilotes au top, je commence bien entendu avec le vainqueur du jour, Daniel Ricciardo. J'ai mis un 19 sur 20 à Daniel Ricciardo. Ça fait du bien de le voir gagner. Non mais c'est vrai que Daniel Ricciardo, on est, même si on n'est pas australien, on va dire, il y a des pilotes comme ça, on est content qu'ils gagnent. Je pense que Pierre Gasly, c'était le cas également à l'étranger l'année dernière. Il y a des pilotes, on est heureux quand ils s'imposent. Daniel Ricciardo, c'est le sourire incarné, c'est la joie de vivre incarnée. Et c'est un pilote qui est sympathique en plus. C'est vraiment une crème. Tout le monde le dit. Et de toute manière, ça se voit. C'est un peu comme Pierre Gasly. Tout le monde l'a salué. Tout le monde l'a salué en zone mixte, on va dire. Tous les autres pilotes l'ont salué, même Verstappen. Alors que pourtant, on aurait pu se dire que Verstappen et Ricciardo, et des moments, ça n'a pas vraiment très bien fonctionné chez Red Bull, surtout la dernière année entre les deux. Et tous les pilotes sont heureux, en fait, de voir Daniel Ricciardo. C'était déjà le cas quand il était monté sur le podium l'année dernière en Nürburgring, où beaucoup de pilotes étaient heureux qu'il remonte sur le podium. Et on est content aussi pour McLaren, qui a connu des moments difficiles, notamment le partenariat avec Honda, la fin du partenariat également avec Mercedes. Déjà, ça n'allait plus très bien. Le partenariat avec Honda, beaucoup de changements
dans cette écurie, le partenariat avec Renault qui avait déjà permis à McLaren de retrouver du rythme. Et puis là, de nouveau avec Mercedes, on voit quand même, j'avais beaucoup critiqué notamment le fait que du côté de chez McLaren, j'avais dit en début de saison que je comprenais pas pourquoi ils étaient allés chez Mercedes. Alors je trouvais que le moteur Renault marchait bien, et surtout je comprenais pas le fait qu'ils aillent chez Mercedes, parce qu'il y avait deux aspects pour moi qui étaient rédhibitoires à ce choix-là. C'est que déjà il y avait beaucoup d'équipes qui roulaient avec Mercedes et je voyais pas quelle place ils auraient dans la hiérarchie. Et surtout je me disais, quand on sait qu'on a énormément gelé la réglementation au niveau châssis, que ça serait très compliqué pour eux d'implanter le moteur dans un châssis qui correspondait à un moteur Renault. Et au final, ils ont fait du bon boulot. Ils ont fait du bon boulot chez McLaren, et c'est un bon choix parce qu'on voit qu'ils gagnent, on voit qu'ils ont fait pas mal de podiums cette année également, qu'ils sont plus proches que les années précédentes au niveau du classement constructeur également, par rapport aux équipes de tête. Et puis du côté de Daniel Ricciardo, satisfaction du côté de la victoire, mais il avait déjà fait une bonne qualif sprint où il était passé devant Lando Norris et devant Lewis Hamilton. Il était déjà très proche de Lando Norris en qualification aussi, parce qu'il était à 6 millièmes en Q3. Et puis derrière, en course, il avait beaucoup plus de rythme que Lando Norris, à part un moment où Norris pouvait être dans la zone DRS de Daniel Ricciardo, mais de toute manière, j'ai l'impression que Lando Norris n'aurait pas été en mesure de dépasser Daniel Ricciardo. Et puis la joie de voir Daniel Ricciardo, et on voit la joie également des tifosi à l'arrivée. Enfin, c'est comme Pierre Gasly l'année dernière. Pierre Gasly, parce qu'il y avait le pilote est tombé tellement bas à un moment qu'il est de retour au premier plan, et ça fait plaisir, et que c'est un pilote sympathique. Du côté de Daniel Ricciardo, il y a un peu la même chose. C'est un pilote sympathique, il a eu un début de saison catastrophique, et là on le voit de retour. Alors peut-être qu'il n'en gagnera pas d'autres cette année, peut-être qu'il sera devancé par Lando Norris pendant toute la saison, mais au moins il nous aura apporté du bonheur, j'ai envie de dire, avec cette victoire du côté de Daniel Ricciardo. Je continue avec Lando Norris, 17/20 du côté de Lando Norris. Week-end de course quand même, Lando Norris. Week-end satisfaisant pour le pilote britannique. Dépassement assez incroyable quand même. Le dépassement où il met 2 roues dans l'herbe, sacrée performance quand même. C'est couillu, on va dire. Sur un pilote qui est quand même Charles Leclerc, qui n'est pas forcément le pilote le plus facile à dépasser, même s'il avait un moteur Ferrari qu'il avait pas énormément de rythme ce week-end. Et puis derrière, il a jamais été en mesure vraiment de chercher Ricciardo, parce que Ricciardo était sur un gros rythme en course. Il roulait aussi très débraqué, Ricciardo. Il faut le rappeler, il y avait que lui, Hamilton, qui avait énormément débraqué leur aileron arrière et qui avait pas mis d'équerre. Et ça a aidé Daniel Ricciardo dans l'air propre de pas avoir d'écart, et on voit que c'est lui qui a eu le meilleur rythme, et puis il a très bien géré le restart en plus, Daniel Ricciardo. Donc chapeau monsieur Ricciardo. Et du côté de Norris, moi je mets 17/20, je mets surtout en 17/20 parce que beaucoup de maturité quand même chez Norris sur ce week-end. Il est un peu devancé par Ricciardo, c'est la première fois de la saison, il aurait pu s'enflammer, il aurait pu faire peut-être des bêtises, et on voit beaucoup de maturité. Et je trouve qu'aujourd'hui, Lando Norris, si tu me disais dans 4 ou 5 ans les pilotes qui peuvent être champions du monde, je te dirais Russell, mais je te dirais aussi Norris. Pour moi, Norris, il a beaucoup travaillé au niveau maturité. C'était un truc qui lui manquait, notamment sur sa saison de F2, où Russell avait été plus mature que Norris, et ce qui avait fait le titre pour moi dans cette catégorie. Et du côté de Lando Norris, là j'ai vu beaucoup de maturité chez ce pilote, et c'est bien, parce qu'il a pas non plus, il a demandé à son équipe qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que le mieux c'est que je sois devant Ricciardo ou je reste derrière? On lui a dit tu restes derrière, et puis il s'est pas non plus enflammé, il a pas surattaqué, surpiloté, donc bravo Lando Norris. Faut quand même rappeler que c'est le deuxième podium de McLaren en 2 ans sur cette piste, et un doublé pour McLaren. C'était pas arrivé depuis très très longtemps, j'ai plus la date exacte. La victoire c'était je crois donc 2014, la dernière victoire de McLaren. Et alors le dernier doublé,
Ça doit remonter à l'époque Button-Hamilton, donc ça doit remonter à l'époque 2012, le dernier doublé. Je continue avec Bottas, 17 sur 20. Belle remontée. C'est la première fois depuis longtemps que Bottas m'a un peu émerveillé en course, quoi. Sur ce week-end, alors il m'a déjà émerveillé en qualification, parce que le tour qu'il fait en qualification le vendredi, chapeau, monsieur Bottas. Il colle quand même 1 dixième à Hamilton, 4 dixièmes à Verstappen. C'est quasiment 1 seconde au Ferrari. Donc ça, c'est déjà bien. Derrière, il se rate pas sur les qualifications sprint. Si le titre se joue pour 1 ou 2 points cette année pour Hamilton, je pense qu'Hamilton pourra dire un petit peu merci à Bottas sur cette course-là. Et puis derrière, très bon Grand Prix parce que il remonte en course. Alors certes, il y a eu Perez qui se prend une pénalité, mais pour moi, c'était pas dit que Bottas remonte si facilement que ça parce qu'il avait l'équerre, il avait un aileron arrière qui était pas mal braqué. Parce qu'on sait que Bottas, c'est pas forcément le pilote le plus constant en course, c'est pas forcément un super attaquant, mais il a fait des beaux dépassements et j'ai retrouvé un petit peu le Bottas, presque je dirais le Bottas de l'époque Williams, où il était capable de faire des très très belles courses, notamment avec Massa. Je pense à un Grand Prix de Russie chez Williams, où il s'était fait rentrer dedans par Raikkonen en fin de course. Mais voilà, c'est un coureur qui est capable de... Voilà, qui a remontré qu'il était capable de rouler vite. C'est peut-être intéressant pour Alfa Romeo l'année prochaine, de voir que il est toujours capable de se battre et qu'il a toujours la rage et la niaque, comme d'autres pilotes, je dirais, mais lui, c'était vraiment pas mal. Je continue avec les pilotes à 15 sur 20. 2 pilotes avec 15 sur 20. Je commence avec Charles Leclerc. J'ai mis donc 15 sur 20 Charles Leclerc. Il pouvait pas faire beaucoup mieux ce week-end. C'est-à-dire que la Ferrari avait un déficit moteur qui est toujours présent. Je pense au niveau de l'Alpine, le déficit moteur. Par contre, ils ont fait le maximum au niveau du châssis, au niveau des réglages pour tenter de compenser ce phénomène. Il finit quand même 4e, ce qui est vraiment pas mal quand même. Alors ça, les tifosi vont être déçus, mais faut réussir à finir 4e d'un Grand Prix à Monza, et 15 sur 20 pour moi parce que oui, il a très bien roulé. J'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. Voilà, 7 secondes 3, bon, il finit à 3 secondes de Bottas, mais il n'y avait pas grand chose à faire, ni sur le restart. Il a bien défendu par rapport à Norris, et Norris a dû faire une très belle manœuvre pour le dépasser, qui aurait pu ne pas marcher aussi, hein, il faut le noter. Et du côté de Leclerc, oui, il n'y avait pas grand chose à faire. Puis j'ai bien aimé son interview d'après-course où il salue la performance de Ricciardo. Voilà, et tout le début de saison difficile de Ricciardo. Leclerc aussi, ça a l'air d'être quelqu'un de sympathique. Parce que bon, on commence à le connaître un petit peu. Charles Leclerc en F2, moi je l'ai vu en F2, maintenant en F1. Ça a l'air d'être aussi quelqu'un de très sympa et qui se prend pas trop la tête, j'ai l'impression, à part quand les performances ne sont pas là. C'est vrai qu'il est toujours très dur avec lui. C'est toujours assez saisissant. C'était déjà le cas en F2, mais chez Alpha, chez Ferrari, voilà, il est toujours très dur avec lui-même. 15 sur 20 pour Russell. 9e place sur un circuit où l'année dernière, en plus, Williams avait eu beaucoup de mal. La Williams a un problème, c'est qu'elle a beaucoup de traînées aérodynamiques. Donc même si elle a un moteur Mercedes, elle a beaucoup de traînées aérodynamiques, donc ce qui ne l'aide pas pour la vitesse de pointe. Et surtout, c'est une voiture où ils sont toujours obligés de braquer énormément les roues arrière pour avoir de l'appui. Et c'est là où on voit que Williams a quand même fait d'énormes progrès cette année sur la voiture. C'est qu'il arrive à être 9e devant Ocon. Il faut quand même le notifier, alors que vendredi, c'était quand même très très mal embarqué, hein. Éliminé assez vite, 15e seulement sur la grille de départ. Pas simple, mais derrière, il fait une bonne remontée déjà samedi. Non, pardon, il fait pas une belle remontée samedi, parce qu'il se fait même devancer par Latifi. Non, il a tout fait sur le Grand Prix, pardon. Où il fait 9e, je pensais qu'il avait gagné des positions, mais en fait, il en a peut-être gagné une en début de la qualif sprint. Peut-être que je me gourre complètement. J'étais peut-être bourré à regarder un qualif sprint. Pourtant, je l'ai regardé en direct. Autant le Grand Prix, j'ai pas regardé en direct, j'ai regardé dimanche soir. Autant la qualif sprint, j'ai regardé en direct.
Bah, du côté de Russell, oui, ça fait plaisir parce que il enchaîne les bons résultats, quoi. Alors bon, Spa, mais les Pays-Bas où il était rapide en qualification. Là, le Grand Prix d'Italie, pourtant aux Pays-Bas, je lui avais mis combien Russell? Je lui avais mis 9 sur 20 parce que voilà, je trouvais qu'il y avait un énorme potentiel et qu'il n'avait pas réussi à le confirmer. Et puis ça montre tout le travail qu'a fait aussi Williams en restructuration depuis 2 ans. Le départ de Suzy Wolff, quand je disais que Suzy Wolff, c'était que Claire Williams plutôt. Suzy Wolff, ça n'a rien à voir en plus, Suzy Wolff, parce que c'est le même sponsor en Formula E, Rocket. Mais du côté de, enfin c'était le même sponsor à l'époque que Williams, mais du côté de Claire Williams, quand je disais que Claire Williams c'était pas forcément la fille, la personne idéale pour avoir ce poste de directrice, bah ça se confirme parce que depuis qu'elle est partie, Williams s'est énormément restructuré, les performances se sont grandement améliorées et j'ai l'impression même que Russell est plus épanoui. Et Latifi aussi, parce qu'on note la 9e place de Russell, mais Latifi fait également une très belle course et fait vraiment le taf sur ce week-end de course. Tiens, on passe tout de suite aux pilotes moyens. Du côté des pilotes moyens, je vais commencer donc par Latifi. J'ai mis 13 sur 20 Latifi, 11e. Lui, il a fait une belle remontée en qualif sprint. J'ai dû confondre les deux voitures en fait. Simplement. Mais il fait une belle remontée en qualif sprint et ensuite en course, il a un peu plus de mal, mais il fait quand même un bon Grand Prix. 11e, là encore, avec une voiture qui avait pas mal de déficits. Et puis il finit pas si loin. Il finit à 4 secondes de Russell. Ce qui est pas très loin. Au final, hein. Je trouve que Latifi, il a enfin compris le logiciel Formule 1. Et en plus, je crois me rappeler qu'en F2, il y a 2 ans, ça n'avait pas été sensationnel de tête, Latifi. Mais c'est vraiment bien ce que fait Nicolas Latifi. Donc voilà, c'est pour ça que je mets un 13 sur 20 parce que il a été bon, il a été performant pendant une grande partie du week-end. Chapeau, monsieur Latifi, chapeau parce que c'était pas dit. Et voilà, je trouve qu'il fait une bonne année. Une belle année, Latifi. Il est certes dominé par Russell, mais c'est pas insultant, contrairement à l'année dernière. Et je trouve qu'en plus, il a pas mal progressé cette année, parce qu'il avait eu un début de saison où j'étais pas forcément tendre avec lui. Et je trouve qu'il a pas mal progressé là, depuis quelques grands prix. L'été lui a fait beaucoup de bien. La pause en août lui a fait beaucoup de bien. Je continue avec Lance Stroll, 13 sur 20. Alors, certes, Grand Prix fantastique de Lance Stroll, 7 sur 20. Il marque beaucoup de points, c'est bien. Après, du côté de Lance Stroll, le début de week-end a été compliqué et surtout, il a complètement niqué la course de Vettel. Son dépassement à l'ESMO, ça a fracassé la course de Vettel parce qu'à ce moment-là, Vettel va perdre 4 ou 5 positions d'un coup. Et ça, c'est pas sympa pour Lance Stroll, pour Sébastien Vettel. Après, du côté de Lance Stroll, le Grand Prix est vraiment bien. Il avait plus de rythme aussi. Parce que le rythme était quand même pas fantastique pour Lance Stroll pendant notamment la qualif sprint. J'avais pas trouvé qu'il avait un rythme fantastique. Je trouvais que les Aston Martin étaient en grande difficulté et il a eu vraiment un rythme bien meilleur lors de la course. Alors est-ce que c'était les températures qui étaient un peu plus hautes, hein, on était à 15h et pas à 16h. Est-ce que c'est tout simplement la stratégie? Il a pu mettre en place une stratégie et conserver plus ses pneus en termes de réglage, ou qu'ils ont affiné certaines choses au niveau réglage électronique. Mais il avait un bien meilleur rythme dimanche que samedi, donc il faudra essayer de comprendre pourquoi. Sainz, 13 sur 20 aussi, le pilote Ferrari. Bon week-end quand même de Sainz, même s'il y a encore un crash. Crash à Scari le samedi, crash dans le virage 3 à Zandvoort également samedi. C'est de l'argent, les crashs. Et c'est de l'argent qu'on ne peut plus mettre dans d'autres domaines. Et quand on a des salary cap, enfin des budgets qui sont codifiés du côté du règlement, ça coûte très cher à chaque fois un crash. Et c'est vrai que Sainz, il commence un petit peu à les accumuler. La Hongrie aussi, où il avait eu un accident.
En Belgique, je ne sais plus. Mais voilà, il commence à les accumuler et c'est là où je mets 2 points de moins parce qu'il fait pas non plus un mauvais Grand Prix. Hein. Il a un rythme assez similaire à Charles Leclerc. Mais je pense qu'ils ont moins pu travailler sur les réglages que pour la voiture de Charles Leclerc. Et surtout, les crashs, quoi. Ça coûte de l'argent. Est-ce que en fin de saison, il va pas être obligé d'avoir de changer beaucoup plus de pièces que ses adversaires au championnat? Ça coûte aussi parfois des points. Je pense que aussi, comme il s'est crashé en séance 2 le samedi, eh bien, il a pas pris beaucoup de risques en qualification sprint, peut-être à cause de ça. Donc un peu déçu, on va dire, de ce côté-là, du côté du samedi de Sainz. Et c'est pour ça que j'ai mis 13 sur 20. 3 pilotes encore. Je commence avec Kubica, 12 sur 20. Il a fait le taf. Voilà, il finit devant les As. Il colle quand même 30 secondes à Schumacher, ce qui est vraiment bien, alors, sachant que Schumacher a eu un tête à queue. En qualif, il était derrière Schumacher, je crois, mais devant Mazepin. Et en course sprint, il est derrière Mazepin, mais devant Schumacher, en sachant que Mazepin a fait une bonne course sprint. Mais il a fait le travail. C'est compliqué de toute manière. Il n'a pas cassé la voiture. Il n'a pas fait trop d'erreurs en piste. Donc après, il n'a pas gêné d'autres pilotes. Bon, j'ai envie de dire que c'est pas trop grave du côté de Robert Kubica. C'était une pige encore une fois. Normalement, au Grand Prix de Russie, il y aura Kimi Räikkönen. Lui, on le reverra peut-être pour les essais hivernaux l'année prochaine. Mais du côté de Robert, je pense qu'il a bien profité. Il n'a pas été ridicule. Et ça, c'est important pour moi, pour ce pilote-là. Et puis 12 sur 1 également pour Fernando Alonso. On va me dire encore, je suis dur avec Alonso. Je suis pas dur avec Alonso, il fait encore un bon Grand Prix, il finit 8ème. Mais on attend mieux quand même de Alpine, c'est toujours ce côté-là. Et surtout, il n'avait pas un grand rythme ce week-end. Il a quand même 3 points de plus qu'Ocon. Hein. Quand on me dit que je suis sévère, il faut aussi regarder les notes des autres pilotes. Je lui mets quand même 3 points de plus qu'à Ocon. Et le week-end dernier, je lui avais mis 1 point de plus qu'à Ocon. Et j'avais hésité longtemps avec le 14 sur 20. Mais du côté de Alonso, 12 sur 20 parce que on attend mieux et parce qu'il n'y avait pas de rythme. Il était quand même un peu largué par rapport au pilote de devant. Je pense notamment à Sainz en course par rapport à Stroll même. Mais par rapport à Sainz, il y a 6 secondes. Par rapport à Stroll, il y a un peu moins. En sachant que Stroll et Aston Martin n'avaient pas un rythme fantastique non plus. Donc c'est pour ça que je mets un 12 sur 20, ce qui n'est qu'un point de moins que Stroll. S'il avait fini à la place de Stroll, je pense que j'aurais inversé les notes, notamment. 11 sur 20 pour Perez, dernier pilote moyen. 11 sur 20, ouais. 5e du Grand Prix, c'est-à-dire dans la bagarre des deuxièmes pilotes, il a été battu par Bottas pendant tout le week-end. Il se prend quand même une tôle par rapport à Verstappen en qualif. En qualification sprint, il se prend aussi une tôle, il remonte pas non plus le samedi. Alors peut-être aussi parce qu'on lui avait dit à Silverstone, ça lui avait coûté cher. Mais je trouve que depuis quelques courses, c'est pas exceptionnel, Perez, mais vraiment. Et on le paye pas pour faire 5e ou 8e d'un Grand Prix, on va dire. On le paye pour faire un peu mieux, quoi. C'est-à-dire que faut quand même dire que Albon l'année prochaine, quand il faisait 5e, on le défonçait. Hein. Pareil pour Pierre Gasly l'année d'avant. Je trouve qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus gentils avec Perez qu'ils ne l'étaient avec Albon et Pierre Gasly. Parce que quand même le week-end dernier, Perez il finit 8e à un tour. Alors, certes, il y a une belle remontée en course, mais il finit quand même 8e à un tour. Là, en course, il finit quand même en qualification sprint, il finit à 30 secondes de Verstappen. Il finit 9e, et là en course, il finit à 4 secondes de Bottas. Alors qu'il part
devant Bottas, même largement devant Bottas. Donc, c'est pas un bon week-end pour moi. Pour Perez, c'est pour ça que je mets un 11, ce qui n'est pas non plus une note catastrophique. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Vettel 8 sur 20. Pourquoi 8 sur 20 ? Parce que j'ai pas voulu être trop sévère avec Vettel. Certes, il fait 12e, c'est le dernier moteur Mercedes. Faut quand même notifier, c'est le dernier moteur Mercedes hors abandon, bien entendu. Donc c'est pas top. Surtout qu'on sait que le moteur Mercedes est techniquement le meilleur moteur du plateau. Bon, on l'a vu sur ce week-end de course, ces deux McLaren sont devant. Bottas, il y a 3 moteurs Mercedes aux 3 premières places. Lance Stroll est 7e. Russell est 9e. La moitié des voitures qui sont dans les points ont des moteurs Mercedes. Donc du côté du Vettel, mais en même temps, certes, dernier moteur Mercedes, mais en même temps, le dépassement de Stroll lui pète son week-end, quoi. Vraiment. Donc c'est là où j'ai été un peu plus clément pour Vettel, parce que il n'a pas été aidé par son équipe. Giovinazzi, 7 sur 20, comme sa place en qualif le vendredi. C'est dur, Giovinazzi, quand même. Comme sa place après la qualification sprint, où il était 7e sur la grille de départ. Erreur de débutant presque. C'est-à-dire qu'il ne voit pas que Sainz il doit savoir que Sainz peut se mettre à cet endroit-là. Il doit savoir que dans le premier tour, jusqu'à l'ESMO 2, il peut y avoir une voiture à côté de vous, à Monza. C'est un circuit où le peloton est très compact. Et donc, il doit savoir que il peut pas se décaler autant, quoi. Et c'était un peu suicide de la part de Giovinazzi. Ça aide pas son cas, Giovinazzi, quand même. Parce que je rappelle, il est toujours dans une situation où il n'a pas de contrat pour l'année prochaine. Et ça aide pas vraiment, quand même, cette erreur lors de ce Grand Prix. Donc on verra ce qui va se passer dans les jours à venir pour Giovinazzi. Est-ce qu'il va rester, pas rester ? Qui on va mettre à la place s'il ne reste pas ? Beaucoup de questions. Mazepin, 6 sur 20. Problème mécanique en course. Il a quand même envoyé en tête à queue Schumacher, mais de toute manière, il n'y en a pas un pour attraper l'autre, j'ai envie de dire, entre les deux. Voilà. 6 sur 20 parce qu'il ne se fait pas larguer par Schumacher. Je reste sur ma position, il n'est pas largué par Schumacher. Voilà. Après, c'est pas exceptionnel de la part du Russe quand même. Si on compare à ce que arrivaient à faire 2 autres pilotes aussi, mais les moyens chez A sont quand même au niveau 0. Mais c'est pour ça que je mets un 6 sur 20 Mazepin. J'ai mis 5 sur 20 à Schumi, à Mick Schumacher. Mini Schumi, parce que il se fait quand même dépasser par Mazepin en qualification sprint. Et puis que quand on voit le rythme qu'avait notamment Giovinazzi, alors certes la A c'est pas très performante, mais je pense qu'il y avait moyen de faire mieux quand même sur cette piste. Et il y a eu quand même le tête à queue, il y a eu le tour qu'il a fracassé encore, il a fait des erreurs en qualification je trouve. Et puis on attend de lui qu'il soit le meneur de l'équipe, et c'est pas le meneur de l'équipe. Et j'ai l'impression qu'il fout pas mal de la merde en termes d'ambiance aussi, et il y en a pas un pour attraper l'autre. Or pourtant Schumacher, il devrait être meilleur que Mazepin au niveau comportement, au niveau cohésion d'équipe. Il devrait tout faire pour qu'il y ait de la cohésion d'équipe. Et en plus, c'est compliqué parce que pour un pilote comme Schumacher, s'il défonce pas son adversaire, enfin son équipier, pardon, qui est également un de ses adversaires, forcément je le considère comme pas bon. Parce qu'on n'attend pas un pilote de F1, on ne se satisfait pas d'un pilote de F1 qui fait au-delà de la 15e place. Et pourtant c'est le cas de Schumacher. Donc c'est pour ça que je suis déçu. Russell, par exemple, fracasse un peu Latifi l'année dernière. Il a fracassé Robert Kubica. Russell. Schumacher, c'est pas le cas avec Mazepin. Donc c'est pour ça que je mets qu'un 5 sur 20. Tsunoda, 5 sur 20. Alors certes, il y a abandon. Pourquoi je suis beaucoup plus sévère avec Tsunoda qu'avec Gasly au niveau de la note ? Il s'est fait fracasser en qualification par Gasly. Qualification, vous allez voir l'écart, qui est quand même assez extraordinaire. Donc 2 secondes 4 pour Tsunoda. C'est-à-dire que Pierre Gasly, il y a encore 7 dixièmes dans la vue.
Alors certes, c'est pas les mêmes séances, mais de toute manière, en séance commune, il y a 6-7 dixièmes à chaque fois entre les deux. En qualification sprint, bah, c'est pas incroyable, quoi. Il termine 16e, alors qu'il perdait 17e. Voilà. Donc c'est pas fou non plus. Et puis en course, bah, il n'a pas pu démarrer, mais que dire de Tsunoda, quoi. C'est pas top. Il y a un comportement encore qui n'est pas exceptionnel, et puis beaucoup d'erreurs de pilotage, donc ça ne peut pas le faire. Et puis je termine, donc bien entendu, avec Hamilton et Verstappen. Je vais commencer avec Verstappen, 4 sur 20, pourquoi pour Verstappen? Parce que pour moi, il est responsable du crash, parce que en 27 tours de course dimanche, ils ont quand même fait énormément d'erreurs Red Bull, et lui en général, mais il y a également eu de Red Bull. Premièrement, première erreur, mauvais départ. Le départ de Verstappen dimanche, il n'est pas bon. Deuxième erreur, du côté de Verstappen, enfin deuxième erreur, il n'arrive pas à dépasser Ricciardo et il fracasse ses pneus en faisant trop. Troisième erreur, il s'arrête pas au centre au bon moment et il se fait undercutter par Ricciardo, alors que c'est lui qui joue l'intox. Donc ça, c'est quand même assez fantastique, je trouve. Quatrièmement, il rate leur arrêt au stand. Cinquièmement, il provoque le crash. 5 erreurs, 27 tours. C'est beaucoup quand même, hein, je trouve. C'est beaucoup. Alors, il y a quand même une satisfaction pour Verstappen. Il prend 2 points à Hamilton sur un circuit Mercedes. Ça, c'est une satisfaction. Mais en Russie, il va partir 5e. Sur un circuit où il y a une énorme ligne droite, sur un circuit Mercedes. Enfin, il va partir 5e, parce que 5e ou 6e, parce que pour moi, il va perdre 3 places sur la grille, et je pense pas qu'il arrive à concurrencer ni Bottas ni Hamilton sur cette piste. Et ça va pas être facile pour lui. Surtout qu'on sait que c'est une piste où être dans le peloton n'est pas forcément l'idéal, notamment dans le fameux triple gauche du début de circuit. Donc ça peut être un week-end très compliqué pour Verstappen dans 2 semaines du côté de la Russie. Et puis 4 sur 20 pour Hamilton, bah, tout simplement parce qu'il perd des points sur une piste où il aurait dû en reprendre, Hamilton. Et ça, c'est pas une satisfaction pour Lewis Hamilton. Ensuite, parce qu'il rate son départ en qualification sprint, alors bien qu'il n'est pas en mesure de dépasser en qualification sprint, il a eu toutes les peines du monde à avoir du rythme. Parce que pour moi, il fait la même erreur que Verstappen. Verstappen, enfin chez Red Bull, ils ont enlevé beaucoup trop d'ailerons à l'arrière. C'est-à-dire que leur lamelle a provoqué aucun appui. Et de toute façon, c'est le cas. Hein. Verstappen, il était à 4 dixièmes avant la Tamburello, à chaque tour, hein, par rapport à Ricciardo, dimanche. Et à la sortie de la Tamburello, il était à 7 dixièmes et demi, minimum. Donc impossible de dépasser. Et Hamilton, c'était la même. Ils ont trop débraqué l'aileron. À Monza, c'est important de rouler débraqué, mais pas complètement non plus. Et là, c'était l'erreur qu'ils ont fait... les deux, je trouve, dans leur réglage. Donc c'est pour ça que 4 sur 20. Et puis encore une fois, parce qu'ils perdent des points sur un circuit où ils ne devaient pas en perdre. Après, pour moi, sur l'accident, il n'est pas responsable. Il se fait quand même manger à la première chicane. Enfin, à la deuxième chicane dans le premier tour aussi. Donc voilà. Du côté de Hamilton, il y a plusieurs paramètres qui font que le week-end n'a pas été excellent. Et c'est pour ça que je mets 4 sur 20. La même note pour les deux pilotes, mais pas pour les mêmes raisons. On passe au classement pilote, constructeur. On commence par le classement pilote. Vous l'avez à l'écran. Max Verstappen en tête du championnat du monde, donc avec 5 points d'avance sur Lewis Hamilton. L'écart donc c'est agrandi de 2 points. On retrouve ensuite Bottas qui a 9 points d'avance sur Lando Norris. On retrouve ensuite Sergio Perez, puis Charles Leclerc, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo qui passe donc largement maintenant devant Pierre Gasly, 9e, puis Alonso 10e, Ocon 11e, Vettel est 12, toujours devant Lance Stroll, même si Lance Stroll remonte un petit peu au classement. Du côté du classement par équipe, Mercedes est toujours en tête avec désormais 22 points d'avance, non pas 22 points, 18 points plutôt d'avance sur Red Bull. On retrouve ensuite McLaren qui prend donc 14 points, c'est chiant les points et demi, 13 points et demi sur Ferrari. On retrouve ensuite Alpine
qui a toujours 11 points d'avance sur, qui a maintenant même 11 points d'avance sur AlphaTauri, donc belle opération je dirais du côté d'Alpine, on prend quelques points d'avance, puis Aston Martin, Williams, Alpha et As qui n'a toujours pas marqué de points et ça risque d'être compliqué d'ici là. Fin de saison, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo un peu longue, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et puis nous, on se retrouve donc pour le Grand Prix de Russie, débrief donc qui aura lieu dans la semaine. Le Grand Prix de Russie, c'est le 26 septembre, donc débrief qui devrait avoir lieu 27 ou 28 septembre prochain. Allez, ciao ciao sur la Méric Production.